Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Guillaume Autissier. Bonjour Guillaume. Bonjour Sophie. Alors Guillaume, tu es vétérinaire diplômé de l'Université de Liège en Belgique en 2008 et aujourd'hui chef de la section intervention au service régional de police technique et scientifique à Strasbourg. Après une année d'internat privé en petits animaux ENAC à la clinique vétérinaire Brasseur à Manage en Belgique, entre 2009 et 2023, tu te consacres au remplacement dans différentes régions françaises et dom-tom. Bretagne, Normandie, Guadeloupe, Guyane, pour en citer que quelques-uns. En 2021, tu fais un bilan de compétences et en février de cette année, après avoir passé un nombre d'examens et de formations dans la police scientifique, tu es affecté comme chef de la section intervention au SRPTS, que j'ai cité plus haut à Strasbourg. Sacré volte-face, ou pas, tu vas nous éclairer dans quelques instants. Dans ton temps libre, c'est rando, vélo, jeux vidéo et poteau. Alors, sans plus attendre, parce que je sais que je vous ai suffisamment mis l'eau à la bouche, commençons donc par la question d'ouverture traditionnelle. Car ici, aujourd'hui, c'est moi qui mène l'enquête. Guillaume, pourquoi vétérinaire ? Alors, pourquoi vétérinaire? Comme beaucoup, il y a la passion des animaux qui est présente depuis tout petit. Après, c'était un peu l'image idyllique et fantasmée du métier vétérinaire, parce que les animaux, c'est tout beau, c'est tout gentil. Mais entre-temps, quand j'étais au collège et au lycée, je suis passé par d'autres idées, un type astronome ou astrophysicien, parce que j'adorais l'astronomie. Et puis, je me suis dit qu'au final, c'est un peu compliqué. Donc, vétérinaire, ce serait un peu plus facile. Donc, je me suis lancé dans les études de vétérinaire. C'est marrant, tu parles d'images fantasmées. Tu te rappelles comment tu voyais les choses à l'époque ? Tu parles d'animaux, tu as une idée de à quoi ressemblait le métier en lui-même ? Je pense que j'avais pas du tout l'image l'image réelle du métier. C'est-à-dire que je pense qu'à l'époque, c'était plus l'idée de soigneur que vétérinaire. Donc, plutôt le bon côté avec tout, de sauver le petit chaton, le petit chiot et voir plein d'animaux différents, et ce serait cool tout le temps, et que tous les animaux sont super sympas et du coup c'est pouvoir être tout le temps avec les manipuler, leur faire le petit câlin, des choses comme ça. Oui, donc un peu le guérisseur que tout le monde admire. C'est ça. C'est pas l'admiration qui me lançait, mais oui, plus l'aspect guérisseur. Ouais. Parce que j'avais mon père qui était médecin, donc je pense qu'il y avait un peu la fibre là qui était présente aussi. Ouais, bien sûr. Donc tu passes ton bac. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Tu te lances dans une prépa, tu vas directement en Belgique ? Alors, j'ai pris un petit peu des chemins de traverse, parce que donc après le bac, donc j'ai eu mon bac avec mention assez bien, et j'ai eu un proviseur donc qui m'a fait un mauvais dossier, donc je n'ai pas pu intégrer de prépa parce que mon dossier n'était pas suffisamment bon, et sur d'autres, il avait envoyé mon dossier hors délai, donc je n'ai pas été pris.
Heureusement, j'avais la cousine d'un de mes meilleurs amis qui faisait ses études vétérinaires en Belgique. Et du coup, je me suis renseigné et je suis parti sur Liège. À l'époque, on avait ce qu'on appelait un examen de maturité pour avoir une équivalence du bac pour faire les études en Belgique. Sauf qu'on c'était normalement examen facile, donc j'y suis allé un peu les mains dans les poches, sauf que c'était l'année où il commençait à durcir à cause de la pléthore d'étudiants français qui venaient en Belgique, et du coup je me suis loupé. Et à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, en discutant avec d'autres qui étaient dans ma situation le jour des résultats, j'ai appris qu'il y avait la possibilité de partir faire ses études en biologie à Liège, et que si on réussissait en première session, on pouvait intégrer directement la deuxième année vétérinaire. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit en première candidature en biologie. J'ai réussi en première session. Du coup, j'ai pu intégrer la deuxième année vétérinaire l'année d'après. Et cet examen de maturité, c'était quoi? C'était maths, physique, chimie, ce genre de choses? En gros, on avait une épreuve de français qui s'apparentait à de la philosophie. Et après, on choisissait une matière qui nous paraissait là, un peu comme une spécialité. Donc moi, j'avais choisi biologie, vu que j'étais issu d'un bac S. Et sauf que voilà, je me suis rétabli. Je me souviens encore de ce que m'avait dit le jury. Autant j'avais celle qui s'occupait de la philo qui m'avait dit vous avez plutôt un profil littéraire que scientifique. Et le côté scientifique, où ils m'ont sorti, alors monsieur Autissier, vétérinaire, vous pouvez oublier, tout ce qui est scientifique, vous pouvez oublier aussi. D'accord, ça a le mérite d'être clair. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça t'a pas découragé. Pour autant, t'as quand même intégré la bio et a priori, t'as réussi plutôt bien. Donc finalement, il s'était trompé. Donc deuxième année, deuxième candi à Liège. Comment se passe la suite de tes études? Alors, la suite de mes études, quand j'arrive j'avais commencé déjà quelques semaines en vétérinaire en première année, mais le temps d'avoir les résultats de l'examen de maturité. Donc, j'avais déjà des gens que je connaissais en veto. Et donc, de là, j'intègre le baptême en Belgique, donc, qui est une institution folklorique particulière, mais donc qui s'est bien passé, et avec qui les gens que j'ai rencontrés, j'ai gardé de très bons contacts. Et ensuite, j'ai fait mes études une à une, donc parfois en réussissant en première session, parfois en deuxième session, et puis arrive le deuxième doctorat, donc la 5e année, où je suis tombé sur un prof qui sous l'oral c'est pas bien passé, donc du coup il m'a mis une note éliminatoire, et j'ai doublé ma 5e année, mais ce qui m'a permis derrière de réussir ma 5e année avec distinction, et puis ma dernière année avec distinction aussi, et puis après ma diplômée vétérinaire. Et pendant cette période-là, tu es toujours convaincu que tu vas faire veto. Tu as une idée déjà vers quelle spécialité tu t'orientes? Alors, à la base, j'étais plus petit, voire mixte. C'est vrai que la rurale m'intéressait pas mal aussi. L'aspect d'être en extérieur sur le terrain, sauf que j'ai des problèmes de dos, et je me suis rendu compte pendant mes stages de 3e doc que ce serait pas possible de faire de la rurale ma profession si je voulais pas me retrouver en chaise roulante 5 ans après. Il y a eu aussi une période où je voulais faire dans la faune sauvage, parce que j'avais réussi à trouver un stage au parc Kruger côté Afrique du Sud, Namibie, pour ma 5e année, sauf qu'en ayant doublé ma 5e année, l'année d'après, j'ai pas pu faire ce stage là-bas. Du coup, j'ai changé d'orientation. L'univers en voulait autrement.
Donc. Exactement. Et oui, pendant tes études, bon, évidemment, tu fais des stages. Donc, est-ce que tu commences à percevoir une image un peu différente, évidemment, que l'image que tu en avais enfant? Ça te plaît toujours à ce moment-là? Ah bah ça me plaît toujours autant, hein, parce que c'est puis la rentrée dans le vif du sujet, c'est super bien, parce que c'est vrai qu'autant les 3 premières années, ça reste que assez théorique, donc c'est pas voilà, après voilà, on passe les années, les examens, mais par contre c'est vrai qu'une fois qu'on arrive en 4e année, les 3 dernières années sont quand même beaucoup plus intéressantes avec les travaux pratiques, on manipule quand même beaucoup plus, et puis après ouais, les stages, bah voilà, on rentre dans le vif du sujet, et j'ai eu la chance d'avoir des maîtres de stage qui laissaient faire énormément, voire des fois qui laissaient un peu trop, on va dire, libre, enfin mais sinon non, c'était, je me suis dit, oh non, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Top. Et tu sors, tu commences, tu enchaînes sur un internat privé. Comment sont tes aspirations à ce moment-là? Alors moi, à la base, je pensais jamais faire un internat. C'est en fait quand mon stage en petits animaux, où j'en discutais avec ma maître de stage qui m'a dit, enfin ma maître et mon maître de stage qui m'ont dit ouais, bah, ce serait bien que tu fasses un internat, parce que ça fait toujours un plus avant de commencer au niveau apprentissage pratique. Et du coup, je me suis renseigné. Il y avait Manage qui en plus était spécialisé en AC, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais les nouveaux amis de compagnie, ça m'intéressait aussi. Et donc j'ai postulé, j'ai été pris, et du coup ouais, j'ai fait un an d'internat en clinique privée. C'était super intéressant, ça a permis de vraiment mettre en pratique ce qu'on avait appris, d'apprendre une méthodologie bien rodée, parce que on avait Monsieur Roto, donc qui était un de nos anciens profs à la fac qui travaillait là-bas. Et c'est vrai que avec lui, j'ai appris énormément, enfin en tout cas beaucoup plus qu'en cours où j'étais pas forcément toujours présent, mais donc j'ai pu avoir des cours particuliers, et ça a permis de vraiment bien progresser. Et tu t'es pas dit, tu t'es pas posé la question d'emmener cette spécialisation plus loin dans les NAG à ce moment-là? À l'époque, il n'y avait pas encore trop de spécialisation. Après, je voulais pas non plus m'enfermer dans une spécialisation en me disant voilà, je vais faire que ça. Je voulais surtout que ça m'amène une ouverture, et pouvoir proposer ça dans les futurs endroits où j'allais travailler, dire voilà, je suis compétent dans la médecine de nouveaux animaux de compagnie, et du coup voilà, ça permettait d'avoir en même temps les NAC et puis faire les petits animaux. Ouais, je la rêve. Voilà. Exactement. Et donc ensuite, entre 2009 et 2023, tu te consacres au remplacement. Et je pense que ça, c'est assez exceptionnel. Je pense que, tu me corriges si je me trompe, donc tu ne t'es jamais posé à un endroit avec l'ambition de t'associer ou même être salarié long terme? Absolument pas, parce qu'à la base, je m'étais dit, voilà, je vais faire, après mon internat, que j'allais faire 5 ans de remplacement, parce que j'aimais bien voyager, donc c'était l'opportunité de pouvoir en même temps travailler, en même temps voyager, de pouvoir aussi voir différentes manières de travailler. Donc, puis de se faire la main, parce que comme on dit, des fois c'est mieux d'aller faire les erreurs ailleurs que là on travaille en définitif. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, en fait, non, c'est le remplacement, c'est vraiment chouette. C'est un rythme qui me correspondait bien, et donc j'ai continué à faire ce système-là. Puis après, c'est vrai qu'avec le bouche-oreille, du fait que les remplacements se passaient bien, après, j'avais pas du tout de difficulté pour trouver
des lieux où aller travailler. Donc il y a des endroits où je vais rester plus longtemps que d'autres en fonction voilà, du type de remplacement, parce qu'il y a fait certains remplacements qui étaient sur une semaine, mais voilà, plus longtemps où je suis resté, c'était 2 remplacements qui se sont enchaînés, donc c'était à peu près, je suis quasiment resté 2 ans au même endroit, mais ça a toujours été des CDD. Ouais, d'accord. Et les personnes qui comparent voilà, le remplacement et on va dire le salariat ou l'association disent que la chose qui leur manque dans leur remplacement, c'est ce côté justement investissement plus long terme auprès de la clientèle. T'en penses quoi de ça? Alors, je comprends tout à fait. C'est pour ça que moi, j'ai fait très peu de très courts remplacements. C'est-à-dire que les remplacements d'une semaine ou deux, j'en ai fait, mais c'est pas ceux-là que j'appréciais le plus parce qu'en fait, on n'a pas de suivi sur ces cas. Donc, c'est assez frustrant. Et c'est vrai que je préférais des remplacements, voilà, de plusieurs mois parce qu'au moins, là, ça permettait d'avoir un suivi de ces cas, de voir comment l'animal évolue. Et puis, parce qu'à chaque fois, quand on est dans un nouvel endroit, il faut gagner la confiance de l'équipe avec laquelle on travaille, la confiance des propriétaires des animaux avec lesquels on travaille. Donc, c'est vrai que quand on reste plus longtemps, voilà, après, c'était sympa de créer ces affinités-là avec les gens qui sont contents que ce soit toi qui sois là pour continuer à suivre leur animal et puis qui sont des fois où il y a plus la frustration quand les gens, tu leur dis voilà que tu t'en vas, voilà, qui te disent ça, c'est dommage, donc, c'est bien. Mais oui, après voilà, c'est un rythme de vie qui ne correspond pas à tout le monde. Et il y a un endroit que tu as affectionné en particulier dans tes différentes pérégrinations? Ça dépend sur de quel côté on juge. Ça veut dire si c'est au niveau du travail ou de l'environnement du travail. Parce qu'après, au niveau du travail, je pense que j'ai eu la chance en fait d'aller travailler avec des amis qui étaient propriétaires de leur structure. Donc c'est vrai que ça c'est chouette de pouvoir garder ce lien-là et de travailler ensemble. Donc, ça, c'était des chouettes expériences. Je m'en souviens d'un des derniers remplacements que j'ai fait à La Rochelle, où je me suis retrouvé à bosser avec mon ancien coloc de Liège. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et alors que j'avais déjà pris la décision de changer, de me reconvertir, mais vu que entre la prise de poste et la fin de mon concours et la prise de poste, il y avait un certain temps, voilà, j'avais fait ce petit remplacement-là, histoire de remplir. C'est vrai que c'était un chouette remplacement. Mais après, au niveau environnemental, je dirais que le remplacement en Nouvelle-Calédonie, ça, c'était chouette. Voilà, là, c'est plus l'environnement, parce que le boulot, lui, pas du tout. Mais la Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est l'océan Pacifique et tout ce qui est aux alentours. En plus, il y avait d'autres vétérinaires, donc des curies guillemot pour ceux qui savent à quoi ça correspond et qui travaillaient là-bas aussi. Donc c'est vrai que ça, c'était chouette de se retrouver de l'autre côté de la planète. Je pense que les gens qui nous écoutent le savent, mais au cas où, c'est l'équivalent, donc le baptême estudiantin liégeois, c'est l'équivalent du bizutage, on va dire, français. Voilà. À mettre des guillemets sur le bizutage. Oui, voilà, à mettre des guillemets sur le bizutage. Très bien. Alors, à quel moment tu te dis, ça devient une évidence pour toi que peut-être que tu as besoin de changer d'air, que tu aimerais faire un bilan de compétences? Comment ça se passe? Alors, ça se passe, c'était aux alentours du Covid. Enfin, je pense que le Covid a vraiment eu un impact plus que ce que je l'avais pensé au départ. Parce qu'en gros, j'étais dans une chouette structure par chez moi. Et donc là, ça se passait bien. C'est même à la limite un des endroits où j'aurais pu signer un CDI. Et entre-temps, il y a eu le Covid. Et j'étais parti en voyage à ce moment-là en Amérique du Sud et du coup rapatrié d'urgence à cause du Covid.
Et j'ai repris le travail là-bas, sauf que j'avais mes patrons qui s'étaient dissociés, qu'il y avait eu vétérinaires et des ASV qui avaient quitté le bateau aussi. Donc ça a été un moment particulier assez difficile, parce qu'on était en sous-effectif. En plus, j'étais dans une salle de consultation où il n'y avait pas de fenêtre, c'était en hiver, donc du coup, j'allais au boulot, il faisait nuit, je repartais, il faisait nuit. Il y avait les confinements, les restrictions de sortie, donc ça a fait tout un ensemble de choses qui ont fait, ouais, non, c'est pas ça que j'ai envie. Puis le fait d'avoir petit à petit des groupements qui rachètent aussi petit à petit des structures vétérinaires, moi, c'était pas ma manière de voir le métier. Donc voilà, en fait, je m'y retrouvais plus, je m'épanouissais plus dans ce travail. Donc, je me suis dit, voilà, plutôt que d'attendre de partir en burn-out ou autre, on va voir ce qui est possible de faire d'autre. Et comment tu procèdes alors? Tu fais un bilan de compétences, qui est-ce que tu contactes, comment tu t'y prends? Alors, à ce moment-là, voilà, parce que quand je me dis, ouais, j'ai envie de changer, je sais absolument pas, j'ai aucune idée, hein. Je dis, voilà, c'est juste que je sais que j'ai plus envie de faire ça dans ces conditions-là, mais je ne sais absolument pas quoi faire. Donc là, je vais voir, je me dis, bon, je vais aller avec une entreprise qui s'occupe, voilà, de faire des bilans de compétences, et en même temps, j'en discute avec la conseillère Pôle emploi pour voir ce qu'il en est. Puis c'est elle qui me dit, ah si vous voulez, avant de passer par une entreprise spécialisée qui coûte des milliers et des cents, avec le Pôle emploi, nous on organise un peu l'équivalent, et si ça vous convient pas, vous pourrez toujours aller payer un bilan de compétences dans une entreprise privée et voir ce que ça donne. Du coup, je me suis dit, j'ai rien à perdre, donc je fais ça. J'ai eu de la chance en fait d'avoir un suivi individuel avec la psychologue du travail de Pôle emploi. En fait, ça s'est vachement bien passé, donc de fil en aiguille. On a déterminé un peu mon profil psychologique au niveau du travail. Donc c'était plus sorti sur tout ce qui était investigation en premier. Ensuite, voilà, c'était refaire une liste de métiers qui pouvaient m'intéresser à ce niveau-là. Donc au final, pas les premiers qui étaient sortis, je veux dire, à la base, c'était des métiers dans l'environnement. Donc, D'accord. c'est gestionnaire de parcs régionaux ou nationaux. Il y avait aussi oui, je crois qu'il y avait océanographe, il y avait hydrologue, il y avait astronaute qui était ressorti aussi, et puis du coup, police scientifique. Et à ce moment-là, ça résonnait, tu te disais, tiens, ça c'est des choses, alors astronaute, tu l'as cité tout à l'heure, mais il y avait d'autres choses que tu disais, bah oui, finalement, j'avais pensé à ça étant plus jeune, ou des comportements que tu avais, des préférences que tu avais dans ta gourmandise culturelle, je sais pas, qui résonnait. Alors au niveau environnement, ouais, ça correspondait à pas mal de choses, parce que j'ai quand même une conscience écologique et environnementale qui était présente. Et c'est vrai que même avant de faire le bilan de compétences, ça pouvait être un milieu qui m'intéresserait. Après, je connaissais pas trop, parce que c'est encore une fois, il y a beaucoup de Oui, c'est large. métiers, exactement. Donc après, il faut essayer de préciser un peu les choses, mais je vous disais, ouais, ça correspond quand même à mes attentes. Astro, voilà, c'était une idée que j'avais quand j'étais petit, donc ça, c'était pas inconnu. Par contre, ouais, c'est vrai que police scientifique, après, c'est moi qui en étais arrivé là, mais c'est vrai que c'est un métier auquel je n'avais jamais pensé avant, à part voilà, regarder des séries à la télé. C'est vrai que tout ce qui était un peu
criminel ou dans les jeux vidéo par exemple, tout ce qui était un peu jeu de réflexion, enquête ou autre, j'aimais bien, mais je m'étais jamais dit que je pourrais en faire mon métier. Son métier. Hmm. Donc là, en gros, tu te décides, tu te dis, ouais, police, c'est ça que je vais faire. Explique-nous la suite des événements. Entre-temps, non, enfin, il y a eu quand même, avant que j'en vienne à choisir cette orientation-là, j'ai fait des enquêtes métiers pour voir un peu déjà si ça correspondait, parce que avoir l'idée, c'est une chose, après, il faut déjà voir si c'est faisable. Parce que, voilà, encore une fois, comme le métier de vétérinaire, il y a tout un imaginaire qui se crée autour, mais la réalité des choses n'est pas forcément la même. Et la mise en place d'une reconversion, c'est pas la même chose que de faire des études en sortie de bac. Donc là, je me renseigne un peu sur les différents métiers que j'ai cités, de la manière dont ça allait se passer. Et dans l'environnement, par exemple, où là j'ai pu contacter une dizaine d'intervenants dans les métiers de l'environnement, que ce soit des directeurs de parcs régionaux, de parcs nationaux, de gardes-chasse ou d'animateurs dans l'environnement, des choses comme ça. Ça m'a permis de voir un peu à quoi correspondaient les différents types de métiers, et je me suis aussi renseigné aussi sur comment arriver à ça, donc les études à reprendre et autres. Et puis c'est là où on se rend compte que voilà, les études, c'est reprendre 2 ans de master, où il faut réussir les examens de fin d'année, et derrière, même en réussissant, l'autre problématique, moi, c'est que les postes qui m'intéressaient, c'est 5 à 10 ans d'expérience avant de possiblement avoir ces postes-là, sachant que c'est des postes qui sont assez rares. Donc je m'étais dit, je fais pas une reconversion pour attendre 7, 10 ans, 15 ans avant d'avoir mon métier. Donc moi je dis, voilà, autant l'environnement, ça m'intéressait, mais la mise en place, c'était fort compliqué. Ça aurait été pour ton premier choix, du coup, l'environnement? C'était celui qui était sorti en premier, mais c'est vrai que quand je me suis rendu compte de la réalité des choses, je me suis dit, ouais, non, c'est un truc que j'aurais fait sans souci en sortie de bac. Mais là, à 40 ans, bon, c'était trop de contraintes pour, au final, même pas sûr d'arriver au métier que j'envisageais dans l'environnement. Est-ce que tu penses que si tu avais fait un bilan de compétences sortie de bac, tu aurais eu les mêmes résultats? Je pense pas. Parce que entre-temps, il y a eu toute l'expérience professionnelle et personnelle. Donc il y a beaucoup de maturation et de maturité que je n'avais pas forcément à l'époque. Et puis après, on n'a pas les mêmes attentes non plus en sortie de bac que par la suite. Les priorités ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il y avait des métiers qui n'étaient pas de la même manière il y a 20 ans que maintenant. Oui, parce que on n'a pas été dans le détail de ce en quoi consiste un bilan de compétences, mais bien sûr, c'est plus qu'à juste un questionnaire ou un quiz. Tu es vraiment accompagné, je pense, pendant un certain temps pour aboutir à ces conclusions. Tout à fait, oui, là, il a fallu c'est passé 6 mois pour le faire. Donc après, il y en a certains où c'est plus rapide, on les a vraiment pris le temps, surtout au niveau de mes enquêtes métiers, de prendre le temps de contacter des gens des différents métiers, de pouvoir discuter avec eux, échanger, que ça soit par téléphone, par visio, ou même me déplacer sur place pour vraiment rentrer au milieu compte de la chose, quoi. Donc ça y est, tu as éliminé l'environnement. Donc du coup, tu te dis, allez, police scientifique, tu t'es renseigné. Donc c'est quoi les étapes pour passer cette reconversion? Alors, police scientifique, donc voilà, c'est vraiment ce qui ressort, parce que c'est
entre guillemets, le moins... Enfin, déjà, là-bas, c'est un métier qui m'intéresse et, entre guillemets, c'est le moins risqué dans le sens où on a un concours à passer et si on ne le et on a la formation en fait une fois qu'on a réussi le concours, mais on n'a pas de formation, d'études de faire avant le concours. Donc en gros, on le passe, on le réussit. En fait, on est directement affecté et après on est formé par la suite. Mais par contre, si on loupe le concours, voilà, mon diplôme vétérinaire, je l'ai à vie, donc je pouvais toujours continuer à faire des remplacements et retester le concours l'année d'après, parce que le concours, pareil, on peut le passer plusieurs fois. Donc en gros, j'avais rien à perdre à passer le concours. Ouais, d'accord. Donc, alors que, par exemple, dans l'environnement, voilà, c'est les études, donc c'est reprendre 2 ans. Donc pendant 2 ans, je ne travaille pas, j'ai des examens à passer. Derrière, je suis même pas sûr d'avoir, C'est pas du avoir le tout... diplôme et après d'avoir un poste. Donc là, le risque est beaucoup plus important. Donc, Et le concours, il consistait en quoi? alors, ça dépend quel grade on passe, parce que moi j'ai passé deux concours, enfin pour deux grades différents, donc le grade de technicien en police technique et scientifique et le grade de technicien principal avec une spécialité en identité judiciaire. Donc en gros, le premier, celui de technicien, c'est en gros c'est un concours, il faut niveau bac pour le passer. Et c'est comme si on repassait son bac. Ok. Où on a une épreuve de français, d'études de texte, une épreuve de maths, une épreuve de SVT, biologie, une épreuve de chimie et des tests psychotechniques. Et puis après, si on réussit l'écrit, après on passe à l'oral. Ok. Et donc tu dis que tu as plusieurs... Donc tu peux passer plusieurs grades. Il y a quoi comme grade alors du coup au total? Alors, il y a 3 grades, Ok. Il y a technicien principal et ingénieur. Ok. Et donc tu as entrepris de passer les 3? D'en passer 2 sur les 3 parce que ingénieur, c'est vraiment c'est catégorial dans la fonction publique. Donc, c'est vraiment le plus... ingénieur, en fait, c'est quasiment que si ce n'est que du management et plus de terrain. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le terrain. Et je me suis dit, être ingénieur, même si j'avais les diplômes pour pouvoir m'inscrire au concours, je me sentais pas légitime après d'être tout entre guillemets, en haut de la hiérarchie, alors que je n'avais aucune expérience dans le métier. Donc, je préférais déjà avoir une connaissance du métier et du terrain avant de voir pour la suite. Exactement. Et si je ne me trompe, tu réussis, tu rates un examen, mais tu en réussis un autre, c'est ça? C'est ça. Donc, en gros, j'ai réussi les écrits des 2 concours que je passe. Et au niveau des oraux, au final, je me suis fait j'ai loupé le premier, le grade le plus bas, va-t-on dire, le technicien, mais par contre, j'ai majoré le technicien principal, donc le grade au-dessus. Donc au final, l'un dans l'autre, c'est le poste que je préférais que j'ai eu, donc, et qui normalement a été le concours le plus difficile au final que j'ai réussi. Et donc ça prime sur l'autre? De toute façon, si j'avais réussi les 2, j'aurais eu le choix de... je choisissais l'un ou l'autre, mais celui que j'ai réussi, c'était le grade le plus haut, donc c'était celui-là que je visais en priorité. D'accord. Et ensuite, une fois que tu as réussi l'examen, ensuite tu es affecté et ensuite tu passes en formation. C'est ça, exactement. Ouais, donc en gros, donc en technicien principal, on a du terrain, mais on a aussi du management. Et du coup, je suis propulsé en tant que chef d'une équipe de 6 agents.
qui ont forcément plusieurs années d'expérience derrière eux et tu deviens référent alors que tu n'as pas encore Expérience. la formation. Exactement. Mais par contre, oui, après tu fais par contre, la formation derrière, elle est accélérée parce que voilà, vu que t'as un rôle et une place de chef, voilà, ils essaient que tu fasses tes formations le plus rapidement possible pour être autonome le plus rapidement possible. Et alors maintenant, tu vas nous expliquer précisément ce qu'est ton job. Alors, donc le travail, donc après au niveau police scientifique, on va dire qu'il y a deux champs différents, c'est-à-dire qu'on va être soit en laboratoire, soit plus sur le terrain, donc en identité judiciaire. Donc là, j'ai surtout parlé de l'identité judiciaire que je connais plutôt que le laboratoire que je connais moins. Et en identité judiciaire, donc pareil, encore une fois, faut pas fantasmer le métier, parce que c'est vrai que quand on regarde des séries type des experts, NCIS, etc., on a tout de suite, voilà, Grissom ou Horatio qui font toutes leurs enquêtes de A à Z, avec en combinaison, ils ont tout le matériel qu'il faut et puis ils ont les résultats en 3 minutes et ils concluent l'enquête en 1 heure le temps de l'épisode. Spoiler, ce n'est pas la vraie vie. Voilà. Donc c'est vrai que la réalité n'est pas la même, mais par contre, en effet, après, ça va dépendre du service dans lequel on se trouve. Donc il y a le service départemental qui va surtout s'occuper de la délinquance de masse et les scènes de petite et moyenne délinquance, donc tout ce qui va être les vols par effraction, vols à la roulotte, certaines signalisations, donc c'est quand tu vas prendre les empreintes des gens qui sont en garde à vue, par exemple. Tu vas t'occuper sous des affaires quand il y a des dégradations sur certains bâtiments. Donc, en gros, toute scène, on peut être appelé dessus. Et au niveau régional, nous, on va s'occuper de tout ce qui est plutôt scène intellectuelle et criminelle. Donc là, ça va être tout ce qui est autour des homicides volontaires, homicides involontaires, les noyades, les explosions, les incendies les incendies criminels, les incendies s'il y a un mort présent. On peut avoir aussi les autopsies qui à faire, tout ce qui est encore les scènes qui ont attrait avec des bâtiments de sensibilité particulière, hein, comme des bâtiments religieux, des bâtiments politiques, à consonance politique, ou les bâtiments commerciaux, industriels. Donc ça quand même assez vaste comme champ d'action. Ouais. Et c'est toi et tes agents qui mènent les enquêtes? Pas du tout. Nous, on est des aides à l'enquête. Donc, au niveau du service régional de police technique et scientifique, on va avoir différentes sections. Donc, moi, je fais partie de la section intervention. Donc, c'est nous qui allons sur le terrain et on va aller du coup faire la recherche des traces et indices et on va prélever ceux qui paraissent les plus pertinents, les conditionner, faire la recherche des traces papillaires, donc sous qu'on a vulgairement on appelle tout ce qui est empreinte digitale, hein, sauf qu'il faut bien différencier les empreintes et les traces, mais on va aller donc révéler ça avec de la poudre, pour aussi révéler tout ce qui
peut être des traces de sang latentes. On peut trouver aussi des traces de sperme latentes aussi, avec des produits qui vont par luminescence faire ressortir ces traces-là. Donc tu fais partie des gens qui disent non, vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette scène de crime, nous n'avons pas encore pris les empreintes. Voilà, parce qu'on n'a pas encore fait les traces, mais Voilà les traces. oui, on peut dire, après, c'est des termes pro, mais après, voilà, les gens vont peut-être mieux comprendre empreinte que trace. Oui. Mais en gros, oui. Bon, voilà, on peut leur dire, oui, en gros, on peut même dire à des politiques de ne pas rentrer sur la scène de crime s'ils sont pas sur des grosses scènes de crime. S'ils sont pas en combinaison, qui sont pas protégés de haut en bas, on va leur interdire l'accès parce que nous, le but, c'est de préserver la scène et de pas polluer la scène. Donc, c'est de pas ramener des traces, que ça soit digitales ou papillaires, ou des traces ADN un peu partout. Du coup, est-ce que tu as une journée type? Non. Ah, pas du tout. Ça doit varier beaucoup. Exactement, c'est-à-dire on peut avoir des journées assez calmes, autant on peut avoir des journées où ça s'enchaîne. Donc en gros, on va avoir un requérant, donc une personne qui va appeler le service. Donc ça peut être soit le centre d'information et de communication, ou ça peut être un OPJ, donc un officier de police judiciaire, qui nous appelle pour nous dire que il y a une scène sur laquelle on doit se déplacer. Donc si c'est une scène qui correspond à nos habilitations, on va y aller avec la présence de l'OPJ sur place. Et après, voilà, on va faire nos recherches, nos prélèvements, etc. Et ensuite, voilà, on va rentrer Après, voilà, ça peut être rapide si c'est des petites affaires, mais après, des fois, ça peut durer sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Parce que, par exemple, à Strasbourg, il y avait eu les attentats de Strasbourg en 2018, et du coup, ce sont des affaires qui durent beaucoup plus longtemps. Et justement, alors tu voulais éviter en quelque sorte, au moins au début, cette partie management, et finalement tu es propulsé dedans plus rapidement que prévu. Et je te cite, tu disais dans ta bio que c'était quelque chose aussi, une heureuse surprise. Exactement, c'est-à-dire que le management, c'est pas que je voulais éviter le management, c'est que je me sentais pas en tant qu'ingénieur légitime d'être tout en haut être haut placé dans la hiérarchie. Et là, au final, je trouve que c'est une partie du métier qui est super intéressante, et qui offre une autre vision du métier aussi. Et je pense qu'avec l'âge et puis la maturité, l'expérience professionnelle que j'ai eue avant, ça facilite aussi. Oui, donc finalement, ça n'a pas été aussi difficile qu'on pourrait imaginer d'arriver finalement un peu, comment dire, vierge du métier, mais avec assez d'expérience pour quand même asseoir une légitimité. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué, hein. Donc ça peut être autant sur le fait que j'ai réussi le concours, le fait que j'ai 40 ans, que je ne sois pas non plus juste sorti des études, le fait avoir un diplôme vétérinaire, ça aide aussi. Et puis après, j'ai quand même un service et une équipe qui tourne bien, où j'ai été très bien accueilli, donc ce n'est pas forcément le cas
dans tous les services, hein, comme en vétérinaire, où il y a des cliniques où ça va très bien, des cliniques où c'est un peu plus compliqué, mais à chaque fois, il y a un bon alignement de planètes pour que ça se passe au mieux. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton nouveau métier? En fait, tout est nouveau, donc en fait, c'est hyper stimulant. Il y a énormément de choses à apprendre, à voir. Puis voilà, découvrir un monde que je ne connaissais absolument pas, parce que voilà, c'est déjà la fonction publique, moi qui viens du privé, passer à un milieu particulier. Pourquoi? Le milieu police, fonction publique, Ouais. parce que c'est l'administration, donc voilà, je pense que tout le monde a au moins un exemple de la lenteur administrative. Je pense que c'est la partie la plus, qui des fois la partie la plus frustrante. Et après, oui, il y a toutes des règles qui sont édictées. Et aussi voilà, toute l'organisation au niveau du temps de travail, des choses comme ça qui sont à prendre en compte, ou c'est des choses où dans le privé ça ne fonctionne absolument pas comme ça. En plus au niveau vétérinaire où c'est encore particulier au niveau de nos contrats. Donc là, le fait d'appartenir à un ministère où voilà, il y a des fois, pour avoir les réponses aux questions, il faut passer par plusieurs bureaux et des personnes différentes, etc. Donc on n'a pas forcément le même interlocuteur à chaque fois. Mais par contre, voilà, c'est intéressant aussi de se dire, voilà, c'est la fonction publique, mais c'est le service public aussi. Donc j'apporte quelque chose à la population, je rends service, et ça c'est chouette, quoi. C'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, clairement, parce que déjà, je pense que qu'en étant vétérinaire, enfin dans tout ce qui est profession médicale, je pense qu'on ne peut pas faire ce genre de métier si on n'a pas cette fibre un peu solidaire, et de vouloir rendre service et puis d'apporter sa pierre à l'édifice. Et au final, dans la fonction publique, ça aide aussi, puis ça permet aussi de donner du sens au travail qu'on fait, parce que malheureusement, nous, vu les scènes sur lesquelles on va, voilà, on a une confrontation à la mort qui est quand même assez régulière, et c'est vrai qu'il faut quand même avoir le cœur bien accroché aussi. Donc on dit, voilà, ça permet de par le métier, de mettre, d'aider à trouver les auteurs des infractions, et puis de pouvoir donner des réponses aux victimes, ou à la famille des victimes. Est-ce qu'il y a d'autres liens avec ton métier de vétérinaire dans ce métier? Ouais, je pense la méthodologie. La méthodologie ça, je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai préparé mes oraux et puis ma présentation à l'oral, où en fait, quand on fait un diagnostic sur un animal, c'est un peu la même méthodologie qu'on va utiliser sur une scène de crime. C'est-à-dire que voilà, c'est qu'on arrive sur une scène de crime, avant d'avoir directement chercher les indices, etc. Voilà, on va déjà se poser, et puis voilà, observer et voir s'imprégner de la scène, discuter avec l'OPJ, voir un peu comment ça s'est passé, et pour voir ce qu'il en est exactement. Ce qu'on retrouve au final quand on va faire l'anamnèse avec le propriétaire, pour voir pourquoi l'animal est présent. Donc nous, en gros, en police scientifique, on a 4 phases, hein, en gros, dans la gestion de scène de crime. Et puis la première phase, c'est la prise en compte de la scène, ce qu'on trouve au niveau de l'anamnèse. Ensuite, on va faire en vétérinaire notre examen clinique, donc, les
palpation. On va regarder un peu tout ça pour que ça nous oriente un petit peu sur le diagnostic. Et donc là, c'est ce qu'on arrive à la phase 2, nous, de la gestion de scènes de crime. Donc ça va être la recherche des traces et indices. Donc ça va être observer tout l'ensemble, ne pas se focaliser sur un truc, c'est essayer de replacer dans le contexte, voir si c'est censé être là, pas être là. Donc voilà, ça c'est deux choses qu'on trouve en parallèle avec les deux métiers. Ensuite, on va avoir ça, on va peut-être un peu moins l'avoir en vétérinaire, mais en police scientifique, on a une troisième phase qu'on appelle la fixation des lieux. Donc ça va être la prise de photographie et faire un plan de la scène. Donc pour la suite de l'enquête, que la personne, le magistrat ou autre qui n'ait pas été sur place puisse se rendre compte de la scène grâce aux photos ou tout type, parce qu'après pareil, on peut faire avec des caméras 360 ou encore d'autres types de technologies d'imagerie ou de vidéo pour pouvoir recontextualiser les choses. Et ensuite, on va avoir la dernière phase où on va prélever et puis conditionner, où là ça va être un peu au niveau vétérinaire, on va faire nos prélèvements, nos prises de sang, nos grattages en dermatologie. Et par la suite, il y a toute la partie analyse. Donc moi au niveau identité judiciaire, au niveau plutôt section intervention, c'est pas nous qui gérons cette partie analyse, c'est une autre section du service. Mais derrière, voilà, au niveau vétérinaire, il y a toute cette partie d'analyse qu'il y a derrière qu'on retrouve aussi en police scientifique. Et du coup, là, on arrive à voir que il y a vraiment un parallèle de méthodologie entre les deux métiers. Donc, en final, ça t'a bien aidé d'avoir fait vétérinaire d'abord. Ah, tout à fait. C'est plus proche qu'on ne le pense. Après, pareil, au niveau d'avoir une connaissance et une culture médicale, ça aide aussi. Parce que voilà, quand nous, on va sur les autopsies, après, c'est pas nous qui faisons les autopsies, on accompagne le médecin légiste. C'est vrai que quand je suis en autopsie, je fais de l'anatomie comparée avec les autopsies qu'on faisait sur les animaux. Voilà, après, on a la confrontation à la mort qui est présente aussi, parce qu'on est un des rares, si ce n'est le seul métier à donner la mort. Donc, même si c'est pas des êtres humains, mais il y a quand même cette confrontation à la mort qui est présente, l'accompagnement des propriétaires aussi. Et c'est vrai que ça aide quand même pas mal au niveau du métier. Au niveau de la communication, du coup. La communication avec, même si nous on n'est pas encore en direct avec les gens, mais c'est vrai que la confrontation à la mort, c'est voir du sang, avoir les odeurs entre guillemets de putréfaction, etc. On y est moins sensible, on y est un peu plus habitué. Et puis après, des fois on voit des choses qui sont très bien, qu'on a déjà pu voir au niveau vétérinaire, donc c'est vrai que ça aide aussi. Avec du recul, ça représente quoi le métier de vétérinaire aujourd'hui? Ce que ça représente, c'est une partie de ma vie que je ne regrette absolument pas d'avoir eu. Je veux dire, ça m'a apporté énormément. Ça fait partie de mon cheminement en fait. C'est une étape de ma vie perso et pro. Ça m'a permis de connaître et de rencontrer énormément de personnes, dont de toute façon c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Sophie. Tout à fait. Et, donc je n'ai aucun regret là-dessus, parce que vétérinaire, on dit toujours c'est soigner les animaux, mais en fait on acquiert énormément de
de compétences qui sont transférables dans d'autres métiers. Et même au niveau vétérinaire, voilà, il n'y a pas que le vétérinaire clinicien, il y a des vétérinaires qui vont travailler dans l'alimentaire, qui vont travailler comme contrôleur sur les abattoirs pour direction des services vétérinaires. Il y en a qui vont travailler pour des laboratoires, pour des firmes pharmaceutiques, donc ça reste assez vaste. Donc non, je pense que ça m'a permis d'avoir une certaine méthodologie, une culture générale, et puis ça reste une discipline scientifique, donc qui est en constante, qui se remet toujours en question, qui est en constante évolution, et c'est ça qui est super bien aussi, c'est-à-dire on reste pas sur des acquis, c'est de la formation continue, et ça, c'est une démarche qui est super intéressante. Alors aujourd'hui, j'imagine que tu es encore dans la pente abrupte de l'apprentissage dans ton nouveau métier, mais c'est quoi les suites possibles pour toi? Tes envies, peut-être aussi. Déjà de prendre bien mes marques et puis d'être autonome dans mon métier, bon, ce qui devrait arriver assez vite normalement, parce que là j'ai passé ma dernière grosse habilitation ça va commencer la semaine prochaine, et que je devrais avoir d'ici un mois, et comme ça me permettra de pouvoir être autonome sur les scènes, même si majoritairement on y va à deux, et puis de pouvoir être plus légitime dans mon rôle de chef, et puis de référent. Après voilà, je sais que j'ai encore énormément d'expérience à acquérir, parce que c'est pas en 3 mois qu'on acquiert 15 ans d'expérience. Donc je sais que là-dessus, j'ai une équipe qui m'aide à ce niveau-là. Donc ça va se faire petit à petit. Après, apprendre en même temps la technicité du métier, mais en même temps aussi tout ce qui est des notions de management. Donc ça, ce qui est une grosse partie aussi, parce que il y a les effectifs à gérer. Bref, après ça va au niveau conflictuel, il se gère quand même bien, donc ça c'est déjà un truc en moins à gérer. Mais voilà, il y a toutes les arrêtés, les notes de service, justement l'organisation du temps de travail, où ceux qui sont fonctionnaires, ils savent comment ça se passe. Mais moi, c'est tout nouveau pour moi, donc j'ai tout, en fait, énormément de théorie à apprendre, les logiciels, comment ça fonctionne au niveau de l'organisation interne de la police. Donc en fait, il y a plein de choses à apprendre. Et puis, pareil, la police scientifique, c'est en constante évolution. Donc c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est qu'au niveau technologie ou autre, ça évolue pas mal. Au niveau des techniques sur le terrain, il y a plein de choses à apprendre. Tout un programme, j'ai l'impression. Exactement, mais après, là, on va avoir la réforme de la police nationale qui va arriver, donc ça va être aussi pas mal de choses où on est un peu dans le brouillard, on ne sait pas encore trop comment ça va évoluer, donc on va voir aussi par rapport à ça ce que ça va donner. Est-ce que tu aurais une petite anecdote ou une enquête, quelque chose à nous raconter que tu aimerais partager pour que les gens s'imaginent un peu plus encore plus concrètement que ce que tu leur as décrit? On va rester assez vague aussi. Oui, j'imagine. Trop dans les précisions, parce que c'est comme dans nos métiers, il y a le secret professionnel, et puis on va éviter aussi de trop choquer tes auditeurs. Mais non, niveau anecdote, après par exemple, il y en a une il n'y a pas si longtemps, vu que c'était cette semaine où on a fait
un gars à signaliser, donc prendre les empreintes, le photographier, faire un prélèvement ADN, et puis au final on apprend le lendemain que en fait c'était un gars qui était recherché par Interpol et qui était chef d'un clan albanais qui était recherché pour meurtre, enfin assassinat même. Donc c'était tu te dis ah ouais, c'est sympa. Ouais, ben voilà, voilà. Chers auditeurs, vous vouliez du concret, vous en avez eu. Bah, après non, sur les scènes ça va vraiment dépendre parce qu'après dans ce qui est bah, par exemple encore aujourd'hui ce qui était chouette c'est que là j'ai des collègues qui ont été sur le terrain pour un vol par effraction et au début, ils étaient là en disant ouais, on a fait des relevés de traces, mais a priori, ça va rien donner parce que c'était un peu tout pourri. Et au final, bah, il s'est avéré que la trace appartenait bien à quelqu'un qui était connu des fichiers, donc bah, cette personne pourra être appréhendée par la suite. Donc ça, c'est chouette de voir que bah voilà sur des choses qui paraissent anodines, enfin, on apporte quand même énormément sur l'enquête et puis la résolution Ouais. des enquêtes parce que en parlant en chiffres par exemple, c'est que le personnel de la police scientifique, faut pas que je me trompe dans les chiffres, sinon je vais me faire taper sur le doigt. Je crois qu'on doit être à 2 ou 5% du personnel de la police, mais par contre, on est une aide sur près de 50% dans la résolution des affaires. Ah, ce qui est énorme. Donc en gros, là, on a quand même enfin, la police scientifique a quand même un impact super important sur la résolution. Après, ça ne fait pas tout parce que c'est pas des preuves irréfutables hein, parce que les gens se disent bah, c'est bon si on trouve l'ADN de la personne sur la selle ou ces traces papillaires c'est forcément lui, bah, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a quand même tout le travail des enquêteurs pour faire le lien entre, parce que la personne peut dire bah oui mais ouais, si vous avez trouvé ça là, bah potentiellement parce que j'ai été boire un coup là une fois et voilà, donc je me suis appuyé sur la porte et c'est pour ça qu'il y a mes empreintes dessus. Donc tu vois, il y a toujours le travail de l'enquêteur derrière pour faire un lien Ouais, c'est hyper complémentaire. Exactement. Mais c'est vrai que nous, les prélèvements qu'on va faire sur le terrain, c'est quand même une grosse aide. Et aussi bah, le travail de des autres sections hein, qui vont faire les révélations de traces sur les objets qu'on va leur fournir. Et puis ceux de la section identification qui travaillent au fait, donc le fichier automatisé des empreintes digitales qui vont eux faire des comparaisons entre les traces qu'on a trouvées sur le terrain et les empreintes qui sont enregistrées dans les fichiers. Et puis la dernière section où chez nous c'est la criminalistique numérique où bah, voilà, ils vont faire tout le travail sur soit sur les téléphones qui sont retrouvés, les ordinateurs, les vidéos, etc. Donc c'est tout un ensemble. Ouais. Écoute, je trouve qu'on a déjà été hyper complet sur, moi en tout cas, je suis beaucoup mieux renseignée sur ce que tu fais maintenant et je comprends beaucoup mieux ton métier. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit déjà? Bah rajouter, je dirais bah, le fait d'être enfin multicarrière, c'est super intéressant. C'est quand même assez chouette que bah, des fois je vois au niveau vétérinaire, c'est pas, j'ai aucun regret d'avoir fait veto, encore moins de l'avoir fait en Belgique. Et
Mais que là, par façon, dans mon nouveau, dans mon nouveau métier, je m'épanouis très bien pour le moment. Donc non, j'ai pas du tout de regrets pareil dans cette reconversion. Et pour le côté Belgique, pourquoi? Ah, parce que moi, j'ai fait 20 ans, enfin maintenant un peu plus de 20 ans que j'ai commencé les études en Belgique et ça a apporté une deuxième famille. Ouais. Là, je veux dire, je suis encore en contact avec ma marraine, je suis encore en contact avec ma filleute, mes petits fillots, mes petits fillots, les gens de ma promo, de mes promos, mais vu que j'ai doublé, on est toujours en contact. La preuve, on est là ensemble ce soir. On se revoit la semaine prochaine pour notre week-end promo, alors que ça fait plus de 15 ans qu'on est sortis. Et puis voilà, c'est parce que ça crée des liens qui sont indéfectibles et puis qui, c'est pas juste des études, je pense que c'est des liens qui se créent, qui perdurent sur la suite. C'est toi, même quand je pars en voyage ou quoi, j'arrive toujours à trouver quelqu'un que je connais des études, ou même des fois c'est connaissance de connaissances, et puis tu le connais, puis au final tu discutes et puis la mentalité belge, elle est quand même super accueillante, conviviale, et il y a une ouverture d'esprit, je pense, qui est différente de celle de la France. Donc, oui. chouette. Ça va marcher. Non, mais très juste, convivialité, rencontre, en tout cas, c'est pas moi qui vais dire le contraire, bien sûr. Si tu avais des conseils à donner au jeune Guillaume sortant d'études, tu lui dirais quoi? Je pense que c'est rester soi-même, parce que c'est là, et de s'écouter. C'est des choses qui sont super importantes, et puis voilà, de dire si à un moment ça correspond pas à ce que tu as envie de faire, faut pas hésiter à avoir d'autres solutions qui peuvent s'ouvrir. Des fois, c'est profiter des opportunités qui se créent, parce que je pense qu'il y a des choses qui arrivent et que c'est pas forcément pour rien qu'elles arrivent. Donc non, c'est rien n'a arrêté, que des fois, même s'il y a des moments qui sont moins faciles que d'autres, il faut savoir en tirer le positif dedans pour savoir rebondir, et puis voilà, rester optimiste, parce que ça aide par la suite. Et puis même dans les expériences qui sont difficiles, il y a toujours du positif à en tirer si on cherche bien. Merci pour ça. Comment est-ce qu'on peut te contacter s'il y a des personnes qui veulent se lancer, soit dans la reconversion, soit dans la police scientifique ou autre? Pour me contacter, après voilà, il y a soit sur Facebook, ils tapent mon nom, ils me trouveront. Après sur LinkedIn, j'y suis aussi. Pareil, on mettra les liens. Voilà, par vous aussi, par ton site, etc. Il n'y a pas de souci. Après sur LinkedIn ou autre, il faut juste faire attention parce que j'ai un homonyme. Il est aussi dans la médecine, sauf que lui, il est chirurgien orthopédiste, donc ça reste dans la médecine, c'est pas... Ne confondez pas. Super. Écoute, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Je te remercie d'avoir participé à ce podcast, d'avoir partagé ta reconversion et ton nouveau métier. Et merci à nos auditeurs qui nous écoutent toujours plus nombreux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse
podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.